Bonjour mes chers élèves. On continue la correction de l'examen national 2019 session normale. L'exercice 3, c'est l'électricité. Partie 1. Étude du dipôle RL et du circuit RLC en série. Premièrement, étude du dipôle RL. On réalise le montage schématisé sur la figure 1, constitué des éléments suivants. Un générateur idéal de tension de force électromotrice E égale à 10 volts, un conducteur ohmique de résistance R égale à 40 ohms, une bobine d'inductance L et de résistance R non négligeable, un interrupteur K. On ferme l'interrupteur K à un instant choisi comme origine des dates. À l'aide d'un système d'acquisition informatisé adéquat, on obtient les deux courbes de la figure 2, représentant l'évolution de la tension UR au borne du conducteur ohmique ainsi que celle de la tension UB au borne de la bobine. La tangente T représente la courbe 2 à l'instant T égale à 0. Première question, choisir parmi les courbes 1 et 2 celle qui représente l'évolution de la tension UR. Justifiez votre réponse. Première question. On cherche parmi lesquelles des deux courbes celle qui représente la tension UR. La tension UR. Donc, en n'oublions pas que l'interrupteur est fermé, et le courant qui passe. Donc, je vais poser les conditions initiales. C'est que à T égale à 0, le courant est nul. Parce que quand T égale à 0, le circuit est fermé. Donc, je vais poser l'expression de la tension aux bornes de la résistance à l'instant T égale à R fois le courant à cet instant. Et donc, si je remplace à l'instant où T égale à 0, il devient R fois I de T égale à 0. Et le courant à cet instant est nul. Et donc, par conséquent, la tension à cet instant sera elle-même nulle. Voilà cette condition. Et je vais vérifier ça par la figure numéro 2. On a deux courbes. La courbe numéro 1, à T égale à 0, la tension égale à 10 volts. Donc, ce n'est pas notre cas. Mais pour la courbe numéro 2, lorsque T égale à 0, la tension égale à 0. Et donc, c'est notre cas. Et voilà la courbe numéro 2 qui représente la tension UR. Et donc, j'écris la courbe numéro 2 qui représente la tension UR. Pardon, UR de T. Maintenant, je vais passer à la question numéro 2. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UR s'écrit ainsi. La dérivée de la tension UR par rapport au temps plus la résistance du conducteur ohmique plus la résistance interne de la bobine divisée par l'inductance L fois la tension de la résistance R égale à la résistance fois la force électromotrice divisée par l'inductance L. Donc, je dois vérifier. Donc, on vérifie que del UR rapport au temps plus R divisé par l'inductance L fois UR égale à R fois E divisé par E. Donc, la première des choses, c'est on utilise la loi d'additivité des tensions. Loi d'additivité des
tension. Donc, on a UR plus UB qui est égal à E. UB, c'est quoi? UB, c'est la tension au bord de la bobine. Donc, je pose égal à L D de I divisé par D de T plus R fois I. R, c'est la résistance interne. C'est quoi D de I sur D de T? Je pose la loi d'Ohm. UR, c'est R fois I. Et donc, je vais chercher cette dérivée. Donc c'est quoi D de I divisé par D de T? C'est 1 sur R, la dérivée de la tension par rapport au temps. Et voilà, j'ai trouvé la dérivée du courant. Je vais remplacer par cette expression de la tension de la bobine. Donc, il devient L divisé par R, D de UR divisé par D de T plus R. Et je vais remplacer l'expression du courant I par quoi? Donc l'expression du courant I égale au rapport de tension par R. Donc il devient quoi? Donc il devient R fois UR divisé par grand R. Je vais remplacer la tension dans la loi. Et j'aurai quoi? J'aurai UR plus L divisé par R. D de UR, la D de T. Plus R divisé par petit r UR qui est égal à E. OK? Donc, pour chercher cette valeur, ou bien cette expression, je vais essayer de diviser le tout par L et factoriser le tout par R. Donc, R sur L. Et de même, R sur L. Et j'aurai quoi? J'aurai R, ça va diviser par R, et L, ça va diviser par L, et j'aurai D de UR par D de T, plus, j'aurai ici UR et UR, je vais factoriser par les deux, plus R fois R LR qui est égal à RE divisé par L. Bon, ici, je vais diviser par les petits R et j'aurai finalement l'équation différentielle vérifiée par la tension UR plus, donc R plus petit r, il devient comme ça, et L multiplié par la tension UR qui est égale à RE divisé par l'inductance L. Et voilà l'expression de l'équation différentielle qu'on a trouvée. Je passe maintenant à la question numéro 3. Donc c'était la deuxième question. Donc maintenant je passe à la troisième question. Donc la troisième question, on déduit qu'en régime permanent, la tension au bord du conducteur ohmique a pour expression UR égale R fois E divisé par R plus grand R. Donc, on montre que qu'en régime
permanent. On aura quoi? Donc on aura cette expression UR qui est égale R fois E divisé par R plus R. On montre qu'en régime permanent, on aura cette expression. Donc, au régime permanent, on aura quoi? Donc, je vais observer la figure numéro 2. Voilà la courbe 2 qui représente la tension UR. Et qu'en régime permanent, donc lorsque le régime permanent est établi, on a la valeur de la tension, il devient une constante. La tension UR en régime permanent est égale à 8 volts. Et donc, lorsque le régime permanent est établi, la valeur de la tension, il devient une constante. Donc, je vais poser que UR à cet instant du régime permanent, il devient égal à 8 volts et égal à une constante. Et je vais utiliser cette équation différentielle. La dérivée d'une constante, elle est toujours nulle. Et il reste quoi? Il reste seulement ça. Donc il reste R plus JR divisé par L UR qui est égal à RE divisé par L. Je vais diviser par l'inductance L et j'aurai finalement UR qui est égal à RE divisé par R plus R. Je vais noter que la dérivée de UR ajoutée à ce régime permanent est égale à 0 parce que la tension est constante. Et en régime permanent, il devient nul. Et voilà l'expression qu'on va trouver. Maintenant, je vais passer à la question numéro 4, calculer la valeur de R. Donc, je vais effacer ça. La question 4, la valeur de R, c'est-à-dire la résistance interne de la bobine. OK? Bon, je vais utiliser cette expression. UR en régime permanent qui est égal à RE divisé par R plus R. Et je cherche R. Donc, je vais déplacer ça. Donc, il devient R plus R qui est égal à RE divisé par la tension UR. Et c'est quoi la résistance interne? Donc, il devient RE divisé par la tension UR moins grand R. Je vais faire l'application numérique et finalement, j'aurai une valeur en O qui est égale à 10 ohms. Voilà la valeur de PR. Je passe maintenant à la question 5. Déterminer graphiquement la valeur de la constante de temps. Cinquième question. Du graphe, on cherche la valeur du temps. Voilà, donc voilà la tangente. On cherche, d'après cette tangente, taux. Donc voilà la constante de la tension. Se converge ici. Donc voilà le point. Je vais projeter sur
l'axe des temps et j'aurai comme valeur de taux, c'est 0,01. OK? Donc, toujours, on fait la tangente et le point avec cette horizontale ou bien la constante de la tension UR. Et j'aurai la valeur de taux, c'est 0,01 secondes. La valeur taux qui égale 0,01 secondes. La dernière question de cette grande partie, vérifiez que l'inductance L égale à 0,5 Henry. Sixième question. On vérifie que l'inductance L égale à 0,5 Henry. On sait que la valeur de taux égale au rapport de l'inductance par la résistance totale, c'est-à-dire grand R plus la petit r. Donc c'est l'addition du tout et la résistance, la grand R et la petit r. Et j'aurai quoi? J'aurai l'inductance L qui est égale à taux fois R plus petit r. Je vais faire l'application numérique. Donc, l'inductance L qui est égale, taux, c'est 0,01. Grand R, d'après l'énoncé, est égal à 40 ohms, plus petit r qui est égal à 10 ohms. Et j'aurai quoi? J'aurai une valeur de l'inductance qui est égale à 50 fois 0,01, donc c'est 10 moins 2 fois 50. Je peux trouver la valeur finalement qui est égale à 0,5 Henry. Et voilà, on a vérifié cette valeur. Donc, maintenant, je passe à la deuxième partie de cet exercice. C'est l'étude du circuit RLC en série. On charge totalement un condensateur de capacité C, puis on le monte en série à un instant choisi comme origine des dates, avec la bobine et le conducteur ohmique précédent. Les courbes de la figure 4 représentent l'évolution de la tension UC au borne du condensateur et celle de l'intensité I du courant qui circule dans le circuit. Donc, je vais dessiner le schéma du circuit RLC. Dans le circuit, on a un condensateur qui est totalement chargé. On a une bobine et aussi on a une résistance. Et voilà. On passe maintenant aux questions. La première question. Quel régime correspond au cours de la figure numéro 4? Donc, pour répondre à cette question, on verra la figure numéro 4. Donc, voilà la figure numéro 4. On constate que le régime, ou bien les amplitudes, ne restent pas constantes. On voit que les amplitudes, avec le temps, elles diminuent. Donc, on a des oscillations pseudo-périodiques et non pas périodiques. On a des oscillations pseudo-périodiques parce que les amplitudes, elles diminuent avec le temps. Et donc, on peut écrire que le régime des oscillations
est pseudo-périodique. On passe à la deuxième question. Sachant que la pseudo-période est approximativement égale à la période propre T0 de l'oscillateur électrique, déterminez la valeur de la capacité C. Dans cette deuxième question, on cherche capacité C. Et pour cela, on pose que la pseudo-période égale à peu près aux périodes, la pseudo-période égale à peu près aux périodes propres et qui est égale à 2pi racine L fois C. Et pour chercher C, la capacité, j'aurai quoi? J'aurai T divisé par 2pi au carré qui est égal à L fois C. Donc, c'est quoi C? Devient je pose la capacité C, c'est 1 sur L T sur 2pi divisé par, ou bien le tout au carré. J'ai la valeur de l'inductance et je cherche maintenant la valeur de la période T. Donc, je vais utiliser la figure. Voilà. Donc, d'après la figure, la première période, c'est d'ici à ici. Donc, d'ici à ici. Donc, elle représente 10 millisecondes. Il représente 10 millisecondes. Donc, la période T égale à 10 millisecondes. Et je vais faire l'application numérique. La capacité C égale à 1 sur l'inductance L, C, on a déjà trouvé sa valeur, qui est égale à 0,5. Et je vais remplacer par 10 fois 10 puissance moins 3. Je vais faire la conversion et je divise par 2pi. Le tout au carré. Et finalement, la valeur de la capacité vaut 5 fois 10 à la puissance moins 6 farad. Voilà. Maintenant, je passe à la question numéro 3. À l'aide des deux courbes de la figure 4, calculez l'énergie totale du circuit à l'instant T1 égale 9 millisecondes. La question 3, on calcule l'énergie totale à l'instant T égale à 9 millisecondes. Je vais effacer là. Donc, on sait bien que l'expression pour calculer l'énergie totale est égale à quoi? Donc, l'énergie totale est égale à l'énergie en borne du condensateur plus l'énergie emmagasinée dans la bobine. C'est une énergie magnétique. Donc, elle est égale à quoi? Donc, elle est égale à 1 demi C plus C carré plus, pour l'énergie magnétique, c'est 1 demi L I carré. Sachant qu'à cet instant, l'énergie aux bornes, soit aux bornes de la bobine ou bien soit aux bornes du condensateur, sont ni maximales ni nulles. Donc, je vais utiliser cette expression. Parce qu'on sait bien qu'on peut utiliser cette expression qui est égale à
l'énergie du condensateur maximale ou bien égale à l'énergie de la bobine magnétique à l'état maximal. Mais pour ce cas, on a des oscillations pseudo-périodiques et donc l'énergie totale n'est pas constante mais elle est variable. Donc avec le temps, elle diminue. L'énergie totale, elle diminue. Donc je ne peux pas faire cette expression. Okay. Et maintenant, pour chercher l'énergie totale à cet instant, qui est égal à 9 millisecondes, je pose 1 sur 2 C UC à cet instant au carré plus 1 L I carré à cet instant. Donc je vais chercher deux choses. Je vais chercher la tension à T égale à 9 millisecondes et l'intensité de courant à l'instant T égale 9 millisecondes. À l'aide de quoi? C'est à l'aide du graphe. Donc je passe au tableau pour chercher ces valeurs. Donc on commence par la tension au bord du condensateur. C'est lorsque le temps égale à 9 millisecondes. Donc pour cela, je vais utiliser la calculatrice. Donc on a, pour deux grosses divisions, on a 5. Donc 10 moins 5, c'est 5. Et 5, je vais diviser par 10 petits carreaux, parce que j'aurai 10 petites divisions. Et donc c'est 0,5. Donc chaque petite division présente 0,5. Donc on a ici 7,5. Un petit carreau c'est 8, 8,5 et 9. Et voilà 9. La projection dans cette valeur. Et j'aurai ça. Donc j'aurai cette valeur. Cette valeur représente quoi? Donc on a 5 petites divisions, dont 4. Donc je vais faire 8 moins 4, c'est 4. Et je vais diviser 4 par les 5 petites divisions, qui est égal à 0,8. Donc chaque petite division présente 0,8. Donc 4 et la petite division c'est 4,8. Parce que j'ai trouvé 9 et la projection dans cette valeur égale à 4,8. Donc la tension égale à 4,8. Je vais la noter. Je reste pour trouver la valeur du courant. Donc j'aurai 7,5 et 12,5. Donc c'est 5. Je vais diviser 5 par 10 petites divisions. Donc chaque petite division présente 0,5. Et donc j'aurai quoi pour trouver les 9? Donc 7,5, 8, 8,5, 9. Et les 9, je vais la projeter sur la figure. Donc j'aurai cette valeur. Donc cette valeur représente quoi? Donc j'aurai quoi? J'aurai 15 moins 7,5. 15 moins 7,5. C'est 7,5. Et je vais diviser par les 5 petites divisions. Divisé par les 5 petites divisions, donc il représente 1,5. Chaque petite division représente 1,5. Donc 7,5, 9, 10,5 et 12. Parce que j'ai trouvé que 9, quand je projette, je trouve ça. Et ici, c'est 12. C'est 12 milliampères. Je vais noter ces valeurs. Milliampères et ici c'est volts. Et je vais calculer l'énergie totale qui est égale à 1 demi fois C, la capacité c'est 5 fois 10 moins 6 fois la tension au carré. La tension c'est quoi? C'est 4,8. Donc c'est 4,8 au carré plus 1 demi, L, l'inductance qui est égale à 0,5,
fois le courant au carré. Le courant, c'est 12. Donc, courant au carré, c'est 12 fois 10 moins 3. Parce que c'est milliampères. J'ai converti en ampères. Et finalement, la valeur de l'énergie totale à cet instant de 9 millisecondes vaut 9,36 fois 10 moins 6 ou bien moins 5 joules. Moins 5 joules. Voilà la valeur. Je vais continuer la correction. Je passe maintenant à la partie 2. Voilà, c'est la partie 2. Modulation d'amplitude. Pour obtenir un signal sinusoïdal modulé en amplitude, on réalise le montage schématisé sur la figure 5, où X représente un circuit intégré multiplieur ayant des entrées E1 et E2, et une sortie S. On applique à l'entrée E1 la tension U1, d'expression U1 qui est égale à U0 plus U1 cos de pi F1 fois T. Avec U0, c'est la composante continue de la tension. À l'entrée O2, c'est la tension U2 d'expression égale U2 cos de pi F2. Sachant que cette tension U2, c'est la tension de l'onde porteuse. La tension modulée en amplitude obtenue à la sortie S du multiplieur est U3. Son expression est U3 qui est égale à 0,1 factorisé par 0,6 cos de pi 10 à puissance 4 fois T plus 0,8, le tout factorisé par cosinus 6P 10 puissance 5 fois T. La première question, déterminer la fréquence de la porteuse et la fréquence de l'onde modulante. Voilà. Partie 2. Et pour la première question, je vais chercher la fréquence de l'onde porteuse et l'onde modulante. C'est la modulation. OK. Donc, on a quoi? Donc, on a la tension. Donc, on cherche la fréquence de la porteuse et la fréquence de l'onde modulée. On peut l'écrire sous forme FM ou bien Fs du signal. OK. Donc, on a quoi? Donc, on a la tension U1 qui est égale à U0 plus cos de pi F1 fois T. Et on a I2, la tension de la porteuse qui est égale à I2 cos 2pi F2 fois T. Et la tension de la sortie, on l'a noté U3 de la sortie qui est égale à 0,1 0,6 cos 2pi 10 puissance 4 fois T plus 0,8 cosinus 6pi 10 puissance 5 fois T. Et voilà. Je fais quoi? Je sais bien que on sait que la tension de sortie est égale à quoi? Égale à une constante fois la tension U1 fois la tension U2. Et donc je vais remplacer ça. Je pose la tension de sortie qui est égale bien à U3. Donc c'est K fois U1. U1 c'est U0 plus cosinus. Bon, j'ai oublié la U1 plus U1 cos de pi F1 fois T
fois U2. C'est quoi U2? C'est U2, donc U2 cos 2pi F2 fois T. Je vais poser quoi donc? K, je vais poser U2 ici. Et je vais laisser ça. Donc, il reste U0 plus U1 cos 2pi F1 fois T. Et cosinus 2pi F2 fois T. Donc, par similitude, je vais comparer les deux expressions. Je vais comparer cette expression et cette expression. Et je vais tirer les fréquences F de la porteuse et la fréquence de... Donc, je vais poser que F1, c'est Fm, et F2, c'est la fréquence de la porteuse. Et donc, j'aurai ça. Donc, 2pf2t ou bien 2pfp, 2pfp fois t, qui est égal à 6p fois 10 à la puissance 5. Je vais 5 fois t. Je vais diviser par le temps et diviser par pi. Et donc, la fréquence de la porteuse égale à 6 divisé par 2 qui est égal à 3 fois 10 à la puissance 5 Hertz. De même, je vais faire la même chose. Et pour cela, sachant que F1, c'est F de la longue modulante. Je pose 2pi F modulante fois T qui est égal à 2pi fois 10 à la puissance 4 fois T. Fois T. Je divise par le temps et je divise par 2pi et j'aurai la fréquence de l'onde modulante qui est égale à 10 puissance 4 Hertz. Maintenant, je passe à la question numéro 2. Calculer le taux de modulation. Taux de modulation. Donc, on a l'expression de la modulation, c'est quoi? C'est M qui est égal à U1 divisé par U0. Voilà U0. Et voilà U1. C'est U1 divisé par U0. U1 et voilà U0. Donc, c'est U1 divisé par U0, c'est-à-dire 0,6 divisé par 0,8. Et j'aurai quoi comme valeur de la modulation? C'est 0,75. Voilà la valeur de la modulation. Maintenant, je passe à la dernière question, c'est la question numéro 3. La modulation est-elle bonne? Justifiez votre réponse. Troisième question. Donc, on a la valeur de la modulation M qui est inférieure à 1. C'est la première des choses. Et on a aussi la valeur de la fréquence de la porteuse. Elle est supérieure à 10 fois, donc elle est supérieure à 10 fois la fréquence de la modulante. Et donc, on peut dire que la modulation est bonne. Et voilà, j'arrive à la fin de cette séance. À bientôt.